Rares sont les personnes encore vivantes aujourd'hui à avoir connu un événement aussi terrible que la pandémie de maladie à coronavirus Covid-19. Une maladie qui arrache des vies, qui détruit les moyens de subsistance, qui entraîne des familles entières dans une lutte pour la survie. La Covid-19 a mis à genoux nos systèmes de santé et provoqué la fermeture des frontières dans la plupart des pays du monde. Partout dans le monde d'ailleurs, les communautés se dressent pour affronter cet ennemi commun. Les gouvernements, les médias et aussi les jeunes redoublent d'inventivité pour diffuser des messages de santé publique. Les retombées sociales de la Covid-19 seront brutales certainement et dévastatrices sans aucun doute. Or, dans de nombreux endroits, comme le Togo, ce sont les enfants les plus vulnérables qui paieront certainement le plus lourd tribut. Que faire pour mieux protéger les enfants afin de limiter l'impact de la Covid-19 sur ces enfants? Nous en parlons dans cette émission Initiative Stop Covid avec l'UNICEF Togo qui sera représentée ici par Casimira Bendier, chef section protocole de l'enfant. Madame Casimira, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Voilà, nous nous portons également bien. Nous espérons que nos auditeurs, surtout les enfants qui nous écoutent de par le monde également, vont bien et sont protégés de cette maladie qu'est le coronavirus. Je suis Eli Eric Atipo. La réalisation est assurée par Rémi Rumpati. Et Madame Toudgo, la première question que je vais vous poser d'abord, quel rôle joue l'UNICEF globalement dans le monde? Bien, l'UNICEF, il est mandaté pour la Convention des droits des enfants pour appuyer le gouvernement au niveau de chaque pays dans le suivi et l'implémentation, la mise en œuvre de la Convention des droits des enfants. Comme vous le savez, la Convention des droits des enfants, c'est un document international qui définit les droits des enfants. C'était un document qui était adopté pour les Nations Unies, pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et l'UNICEF, c'est la seule agence des Nations Unies qui était mandatée pour la Convention pour assurer, pour aider, appuyer les pays dans la mise en œuvre de ce document. Voilà, la protection des enfants, c'est ça la mission de l'UNICEF. Et nous allons revenir au vif du débat. Covid-19 et enfance, dites-nous quel sera le rôle des acteurs, je vais parler de parents, sociétés et gouvernements dans la protection des enfants, surtout dans cette période de la crise sanitaire. Bien, dans les périodes de crise, tant que dans les périodes normales, les enfants ont le droit d'être protégés en priorité. Disons que pendant les crises, pendant les situations d'urgence, il y a l'importance d'assurer les enfants qui sont des personnes en développement et qui sont des groupes plus vulnérables, l'importance d'assurer en priorité la réalisation de ces droits et la réalisation des droits à chaque enfant. Tous les droits à chaque enfant. N'importe que soit le période d'urgence ou le période de crise. Mais dans le période d'urgence, comme il y a une vulnérabilité, n'est-ce pas, plus aggravée, là, nous devrons donner une attention plus importante à la réalisation des droits des enfants. Et dans ce cas, l'État, la famille, la société ont de façon solidaire la responsabilité d'assurer à chaque enfant la réalisation de tous les droits. Chacun de façon solidaire, mais aussi chacun avec son rôle. N'est-ce pas? Oui. Par exemple, l'État a la responsabilité, n'est-ce pas, de développer et de mettre en œuvre des politiques, des programmes, des actions et les budgets nécessaires pour la réalisation des droits des enfants. Aussi, les ressources mettent à disposition les ressources humaines pour assurer que les services de protection d'enfants soient disponibles pour protéger les enfants de toutes les vulnérabilités liées à cette urgence. Et dans le cas de la pandémie, il y a responsabilité d'État de mettre en place les services, les politiques, les actions pour protéger les droits des enfants, pour assurer que les enfants sont protégés de la pandémie, ne sont pas infectés ni affectés pour l'impact de la pandémie. À niveau de la société, la société a aussi un rôle spécifique
d'abord d'être solidaire pour la protection des droits des enfants, pour appuyer l'État, appuyer la famille en général dans la mise en œuvre de ces actions, d'assurer les droits des enfants en tant que citoyens, n'est-ce pas? Mais surtout, la société a un rôle très important qui sait aussi, dans ces cas, par exemple, de la pandémie de coronavirus, qui sait éviter la discrimination, par exemple, des enfants qui sont affectés ou infectés pour la pandémie, des enfants plus vulnérables, comme par exemple les enfants en situation de rue, les enfants qui sont détenus, etc. Et aussi, la société doit aussi assurer ou éviter la propagation des fake news. Qui, vous savez, dans une période comme nous sommes actuellement, il y a une tendance de la société, différents acteurs de la société, de diffuser tous les messages liés au coronavirus qu'on reçoit. Exactement. Et il y a une propagation de la peur à niveau social. Alors la société, les différents acteurs de la société ont la responsabilité d'éviter et de combattre aussi la propagation des fake news, mais aussi de faire le contrôle social, de veiller que les droits des enfants sont protégés et de dénoncer toutes les situations qui contribuent pour la violation des droits des enfants. Se mobiliser pour protéger les enfants. Les familles ont un rôle très spécifique et très important. Disons que ce n'est pas le plus important, mais exactement, c'est important ici. C'est très important, qui c'est de garder les enfants. D'abord, les parents, les familles à la maison, comme la famille comme le noyau dur, disons, de la protection de l'enfant. La famille doit tout d'abord parler aux enfants sur la pandémie. De façon transparente, expliquer aux enfants c'est quoi la pandémie, n'est-ce pas? Comment nous devons nous protéger, comment la pandémie affecte notre vie, n'est-ce pas? Et comment nous devons respecter les mesures pour nous protéger. Aussi, les parents ont la responsabilité, comme vous savez, dans le cas de la pandémie de coronavirus, les écoles sont fermées. Les enfants ne vont pas à l'école. Alors, c'est important de parents travailler avec les enfants à la maison. Les parents, la famille en général, si l'enfant n'a pas de parents, il y a la famille élargie, n'est-ce pas? Et c'est important d'assurer la continuité de la scolarisation des enfants à la maison. Suivre s'ils sont à faire les travaux, les exercices scolaires. Exactement, les exercices scolaires, etc. Contrôler aussi les enfants. Parce que pendant cette période, comme les enfants ne sont pas occupés à l'école, ils restent beaucoup de temps dans la rue parfois. Il y a certains cas, ils restent beaucoup de temps dans la rue. Alors, c'est important que les enfants comprennent qu'ils ne sont pas de vacances. Ils sont dans une période spéciale où il y a des règles qu'ils doivent respecter, y compris étudier, mais aussi jouer. Nous reviendrons sur la question de ces enfants-là qui doivent toujours étudier. Vont-ils reprendre l'année scolaire et consorts? Vous restez avec nous dans cette émission Initiative Stop Covid sur le www.radio.jena.info. Alors, Madame Benjé, vous étiez dans votre développement en train de parler de ces enfants de rue, même si certains ont des parents, mais ils se retrouvent parfois dans les rues pour travailler. Il y a spécifiquement ceux-là qui vivent dans la rue. Et en tant qu'organisme international de protection de l'enfant, la question de ces enfants de rue doit vous interpeller aujourd'hui. Et quelles sont les actions que l'UNICEF, Togo par exemple, met en œuvre par rapport à ces enfants? Bien, tous les enfants nous interpellent. Tous les enfants dans une situation d'urgence, et même dans une situation de développement, pour l'UNICEF, tous les enfants ont les droits. Mais
les enfants de rue font partie des groupes cibles prioritaires de nos interventions pendant cette période, dû à sa vulnérabilité spécifique. Il y a beaucoup d'enfants que, au début de la pandémie, au moment que l'État a pris des mesures spécifiques concernant la pandémie, il y a beaucoup d'enfants en situation de rue qui sont rentrés chez eux. Ceux qui ont des parents, qui ont une liaison avec la famille, ils ont rentré chez eux. Mais il y a plusieurs qui restent dans les rues. Alors, dans les rues, ils sont vulnérables à violence, aux abus, et aussi ils ne sont pas protégés. Alors, UNICEF travaille en collaboration avec plusieurs acteurs de la société civile. Il y a plusieurs organisations de la société civile qui, normalement, font déjà un travail avec ces enfants et avec qui UNICEF, dans cette période, travaille pour aider ces enfants. UNICEF travaille aussi avec plusieurs acteurs du gouvernement, notamment le ministère de l'Action sociale, pour mettre en place plusieurs actions. Ces actions sont la sensibilisation, la dissémination d'informations pour ces enfants, pour qu'ils connaissent les gestes barrières, pour qu'ils sachent où aller pour avoir des protections. En cas de besoin, en cas de maladie, ils doivent savoir quels sont les mécanismes existants, où ils peuvent chercher l'appui, le soutien. En même temps, UNICEF travaille avec ces organisations pour mettre à disposition de ces enfants des matériels d'hygiène pour assurer qu'ils aussi se protègent. Savon, les masques, les gels hydroalcooliques. Exactement, gel hydroalcoolique, pour qu'ils puissent aussi protéger. Mais aussi, c'est important de mentionner qu'actuellement, avec les partenaires, nous sommes à faire un diagnostic, à faire une analyse de la situation à la nuit, surtout à la nuit, pour comprendre un peu plus quelle est la situation, quels sont les risques, vraiment, parce que comme vous le savez, il y a le couvre-feu à soir. Et les enfants restent dans la rue. Et avec le risque de violence, il y a des cas de violence, il y a d'abus et maltraitance. Et nous sommes à faire ce diagnostic pour mieux comprendre quelle est la situation, quels sont les problèmes que ces enfants vivent et quelles sont leurs attentes. Comment nous pouvons mieux aider. Cet diagnostic qui termine cette semaine va permettre à UNICEF, les partenaires de la société civile et le gouvernement, notamment le ministère de l'Action sociale et des autres acteurs, à mieux orienter nos interventions. Et ce diagnostic est en cours ici à Lomé, mais l'idée c'est aussi de faire dans les autres régions. Alors, en général, c'est ça que nous sommes à faire dans ces moments de crise. Un diagnostic sur la situation des enfants de rue qui sera présenté par l'UNICEF, les acteurs de la protection de l'enfance et puis le ministère de l'Action sociale et de l'enfance, c'est ce qu'on retient. Mais également, en ce moment, comment est-ce que l'UNICEF agit pour que les enfants ne paient pas le lourd tribut de cette crise du coronavirus, par exemple? Après la crise, comment est-ce que les enfants doivent faire pour ne pas être ceux-là qui ont plus subi la crise que les adultes, par exemple? Oui, c'est pour cela que nous disons que les actions en regard des enfants doivent avoir la priorité, doivent être dans le centre de nos interventions. Bien, nous travaillons avec plusieurs acteurs. Nous travaillons par exemple avec le ministère de l'Éducation pour assurer qu'il n'y a pas une rupture dans la scolarité des enfants, pour que la crise actuelle n'a pas un impact dans le futur dans sa scolarité, pour qu'ils ne perdent pas l'année scolaire. Alors, nos collègues sont à travailler avec les partenaires de l'éducation, y compris le ministère de l'Éducation, principalement le ministère de l'Éducation, pour garantir la scolarisation des enfants.
Nous sommes à travailler aussi, par exemple, avec le ministère, comme je l'avais mentionné, le ministère de l'Action sociale, de la protection de l'enfant. Exactement, pour assurer que les enfants vulnérables, les plus pauvres, ils ont une protection. Par exemple, qu'il y a la protection des droits de ces enfants contre la violence. Par exemple, comme vous le savez, la violence a un impact à long terme dans la vie de l'association. Ce qui va se passer maintenant dans la crise, si par hasard un enfant il souffre une violation des droits ou une violence, ça pourrait avoir un impact de long terme. Alors, nous sommes à travailler avec les partenaires pour assurer que les services de protection d'enfants soient disponibles, que le service, par exemple, le Allo 1011, qui c'est la ligne verte de la protection de l'enfant pour le signalement des abus, des violences contre les enfants, soit disponible 24 sur 24 heures pour assurer que les enfants ou les adultes, la société, puissent notifier, puissent signaler tous les cas de violence envers les enfants pour éviter qu'il y ait un impact dans la vie des enfants. On est aussi à travailler avec le ministère de l'Action sociale et le ministère du Développement de la base pour assurer que les familles plus pauvres et plus vulnérables, ils puissent bénéficier aussi en priorité des actions de protection sociale. Parce qu'avec la crise, comme vous le savez, il y a toujours un impact dans le revenu des familles, dans la capacité des familles de vivre. Et nous sommes à faire le plaidoyer et à travailler avec les partenaires pour assurer que les actions qui sont en cours déjà par le gouvernement pour la protection sociale des couches plus vulnérables, ils puissent continuer et bénéficier les familles, surtout les familles plus pauvres dans cette période. Nous sommes aussi à travailler avec le ministère de la Santé pour assurer que les services de santé soient disponibles, pas seulement les services liés à la pandémie, n'est-ce pas, à la prise en charge dans le contexte de la pandémie, mais les autres services, par exemple la vaccination. Nous sommes à travailler avec le ministère de la Santé pour assurer que la vaccination continue pour éviter que on se focalise sur la pandémie et après il y a des autres maladies qui sont évitables, la poliomyélite, la rougeole, la tétanos, exactement, avec la priorisation de la pandémie, nous puissions ne pas oublier les autres maladies qui sont évitables et qui doivent aussi être traitées en ce moment. Alors, ça, c'est un travail que nous sommes à faire avec le ministère de la Santé pour assurer que les mamans, les femmes enceintes, ils puissent avoir le service disponible. Nous sommes à faire le plaidoyer aussi avec le ministère de l'administration du territoire pour assurer, par exemple, que l'enregistrement de naissance continue normalement, qu'il n'y a pas une interruption de service d'enregistrement de naissance pour éviter aussi que les enfants qui naissent actuellement ne sont pas enregistrés, pas de naissance. Exactement. Alors, ça sont plusieurs actions que nous sommes à mis en place avec différents acteurs pour éviter que la situation un poids lourd sur les enfants. Par exemple, avec le ministère de la Justice, nous sommes à discuter et à travailler pour une attention particulière aux enfants qui sont privés de liberté, qui sont dans situation conflit avec la loi et qui sont dans les établissements pénitentiaires. Nous allons revenir également sur le cas de ces enfants. Nous sommes avec l'UNICEF Togo, représenté par Casimira Bendje, qui est chef section protection de l'enfant. Nous étudions l'impact du coronavirus sur les enfants au Togo et que faire pour protéger ces enfants afin qu'ils n'aient pas un impact plus sérieux, plus grave que ce que nous connaissons déjà sur la pandémie du coronavirus. Mais quand on parle de ces enfants, on parle des gestes de barrière. Il y en a qui sont à Lomé, certes, qui ont peut-être des smartphones, qui regardent la télé,
qui savent déjà qu'est-ce qu'il faut faire comme les gestes barrières, mais il y a nos frères qui sont peut-être à Diakbanga, qui se retrouvent à Mandouri, ou bien qui se retrouvent quelque part vers Anéro à Klakou, qui ne savent pas encore quels sont les gestes barrières, qui ne savent pas ce que c'est que le coronavirus. Quels sont les systèmes que met en place l'UNICEF aujourd'hui pour toucher ces enfants vivant dans les milieux ruraux? Ok. Comme je vous avais dit, UNICEF travaille avec plusieurs acteurs, soit de la société civile, soit du gouvernement, soit avec les partenaires techniques et financiers, soit avec les différentes agences des Nations Unies, y compris les différentes agences des Nations Unies, parce que nous sommes dans le système des Nations Unies, nous sommes à travailler ensemble. Alors, pour assurer que les populations qui vivent dans les endroits plus reculés, ils puissent aussi avoir les informations nécessaires, les services disponibles pour se protéger et pour répondre à l'impact de la pandémie, on est à faire plusieurs partenariats, soit au niveau des différentes radios pour la dissémination des informations dans les différentes langues, pour assurer que les personnes dans les régions plus reculées aussi, ils puissent avoir des informations nécessaires. Mais nous sommes aussi à mettre en place une stratégie de mobilisation communautaire impliquant les leaders traditionnels et les religieux, les leaders communautaires, n'est-ce pas, pour faire un travail de communication locale, parce qu'ils ont une influence, ils ont une connaissance, ils ont une familiarité avec la population locale pour permettre d'informer la population locale sur l'impact l'impact du coronavirus, de la pandémie, sur les services disponibles, sur comment ils doivent se protéger, n'est-ce pas, et où il peut aller chercher, où la population peut aller chercher l'appui en cas de maladie. Et c'est pour cela que nous sommes à travailler avec ces différents acteurs, les leaders traditionnels, les organisations de la société civile, pour toute une action d'information, communication, éducation sur la pandémie. Et aussi, nous sommes à travailler avec le service de santé, n'est-ce pas, assurer que le service de prise en charge arrive aux régions plus reculées pour assurer en priorité la protection de ces populations qui sont plus vulnérables. Voilà. Face au coronavirus, Casimira Bendjé, plusieurs enfants sont mis en congé par les États. Hein, c'est ce qu'on vous en avez déjà parlé. Mais certains ont été récupérés par leurs familles et qui sont envoyés dans les marchés pour vendre. On les voit aujourd'hui au feu tricolore. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas craindre pour ces enfants-là qui ne puissent pas retourner à l'école parce que pour d'autres parents, ils n'auront plus de moyens. Pour d'autres, les enfants auront pris goût au gain facile. C'est vrai, ce risque est toujours présent. Hein. Le risque des enfants qui ne sont pas à l'école d'être victimes de plusieurs situations de violence, d'exploitation et d'abus. Ce risque est présent dans les situations de développement, sans crise, et ce risque est plus présent dans une situation d'urgence. Et dans une situation d'urgence comme la pandémie du coronavirus, c'est pire. Parce qu'il y a le confinement des personnes, n'est-ce pas? Parfois, les enfants sont à la maison avec les abuseurs, les personnes qui les exploitent, n'est-ce pas? Dans une situation comme le contexte actuel où les écoles sont fermées, vous savez que l'école, c'est un mécanisme de protection d'enfants aussi. Pas seulement pour l'éducation, mais aussi de protection. Et les enfants, à partir de l'école, peuvent être protégés, peuvent signaler différents types ils apprennent à connaître leurs droits. Exactement, à connaître leurs droits et à connaître les mécanismes pour les protéger. Avec les clôtures des écoles, les enfants sont à la maison et avec la situation de précarité des familles, parfois il y a des situations d'exploitation de ces enfants, de les mettre à travailler, plus il y a une situation que sont contre les droits des enfants. Et aussi, il y a le risque, par exemple, comme j'ai déjà mentionné, dans un contexte comme celui-là, les enfants rester plusieurs à la maison, temps
plusieurs heures avec les personnes qui l'exploitent, les personnes qui l'abusent. Alors, c'est pour cela qu'il y a toute une importance de informer les enfants sur les risques, informer les enfants sur le mécanisme de dénonciation et d'informer, parler avec les parents, informer les parents aussi sur les droits des enfants, l'importance de protéger les enfants dans une période comme celui-là, mais aussi de faire la dissémination des mécanismes pour le signalement des violences. Et je profite encore une fois de rappeler l'existence de la ligne verte à l'O1011. Les personnes peuvent appeler, c'est gratuit. Elles peuvent appeler, peuvent envoyer un SMS pour faire le signalement des cas de violence. Et nous aurons des équipes disponibles à niveau de la ligne verte pour faire le suivi et la gestion de chaque cas. Si les enfants ne peuvent pas faire un SMS ou bien ne peut pas un appel, il peut aussi aller au poste de la gendarmerie plus proche, à la police plus proche, même au poste de santé, n'importe. Il aller à quelques structures, mais pour parler. Pour cela, c'est important qu'il sache qu'il y a un risque, ses droits sont violés, n'est-ce pas, qu'il est victime d'une violence et d'exploitation et d'abus, et il a conscience de ça pour après il va une fois qu'il a conscience de ça, il va en parler. Voilà. Nous allons rester toujours avec les abus sexuels, les violences faites au niveau des enfants. Dites-nous aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter au maximum que ces enfants-là ne soient victimes des violences physiques, sexuelles et exploitation ou autres maltraitances? Bien. La connaissance, n'est-ce pas, l'information, c'est un outil très important. D'abord, c'est important que les personnes connaissent. Ils sachent c'est quoi une violence. C'est important que les personnes sachent que certains comportements configurent, abusent, qu'ils ne considèrent pas ça normal. N'est-ce pas? Comme je dis, l'information. C'est important de donner information aux enfants, donner information aux familles, aux parents, et à la société. C'est important aussi sensibiliser les familles et la société sur l'importance de protéger les enfants, respecter les droits des enfants et les protéger. Et finalement, c'est important aussi de donner les informations pour que les personnes sachent où dénoncer, comment dénoncer les cas, quels sont les acteurs à niveau de la société qui peuvent les protéger dans un cas de violence. Et c'est important aussi que les services de protection soient disponibles pour que les personnes puissent gagner de confiance, n'est-ce pas, et venir aller à ces services pour signaler les cas. Parce que si les services ne sont pas disponibles, ne fonctionnent pas, ça va faire que les familles, les enfants ne protègent pas mieux les enfants et ne font pas appel à ces services. Alors, ça, je dis que l'information, la sensibilisation et aussi la responsabilisation. Parce que s'il y a responsabilisation des acteurs, il y a un signe très clair de l'État par rapport à la protection des droits des enfants qui peut réduire un peu cette tendance des adultes d'abuser des enfants. Voilà. Il y a également le cas des enfants réfugiés qui doit nous interpeller aujourd'hui. Même si au Togo, on sait qu'il n'y a pas une crise de sécurité, mais dans d'autres pays, il y a une crise sécuritaire qui s'impose. Ces enfants réfugiés, comment est-ce que l'UNICEF mondialement ou bien dans la sous-région s'occupe de ces enfants dans cette situation de pandémie liée au coronavirus? Bien. Au Togo, on n'a pas une situation spécifique des enfants réfugiés, mais à niveau global, il y a plusieurs pays qui vivent, qui ont plusieurs enfants en situation de refuge. Et les enfants
réfugiés, mais il y a aussi les enfants migrants oui. qui sont en mouvement, n'est-ce pas, d'un pays à un autre. Et UNICEF, dans le contexte de ces plans d'appui aux plusieurs gouvernements, UNICEF a des actions spécifiques pour appuyer les différents gouvernements dans la prise en charge des droits de ces enfants, soit à niveau de plaidoyer, soit à niveau de développement des politiques, soit à niveau de mettre à disposition des services pour la protection des enfants, soit à niveau de faire un suivi plus étroit de la mise en œuvre, de l'application de plusieurs programmes. UNICEF travaille avec les partenaires à niveau de différents pays pour assurer que soit les enfants réfugiés et ses familles, soit les enfants migrantes, soit les enfants en situation de traite, ça veut dire les enfants en mobilité, ils puissent avoir toutes les conditions pour la réalisation de ces droits, soit le droit à santé, soit le droit à l'éducation, soit le droit à protection. Voilà. Et l'UNICEF au Togo, on s'est à un moment donné a demandé que les enfants en conflit avec la loi soient libérés, vous l'avez évoqué. Quelles sont les actions concrètes et où en êtes-vous par rapport à cet appel? Cet appel au Togo, ça sera certainement, c'est suivi réellement au Togo, cet appel à la libération de ces enfants en conflit avec la loi qui se retrouvent peut-être dans des maisons pénitentiaires? Bien. Ça c'est un groupe prioritaire pour nous, parce que, comme vous le savez, les enfants en conflit avec la loi, ils sont dans une situation de vulnérabilité qui peuvent être exposés au risque, n'est-ce pas, de prendre la maladie, n'est-ce pas. Ces enfants, quand ils sont dans le centre de privation de liberté, ils sont déjà dans une situation de précarité à niveau de la santé, à niveau de sa nutrition, n'est-ce pas, au niveau de sa prise en charge. Dans une situation normale, il y a déjà cette difficulté. Avec la maladie, avec le coronavirus, il y a un risque que ces vulnérabilités s'aggravent, n'est-ce pas, que ces conditions de santé de ces enfants s'aggravent. Et le fait qu'ils sont confinés, qu'ils sont en groupe dans le locaux où ne respectent pas la distanciation sociale, où n'a pas les conditions pour la prise en charge, et aggrave leur risque de contracter la maladie, n'est-ce pas, et d'avoir un impact très fort dans sa vie et dans sa santé. UNICEF, à niveau global, ça s'est mobilisé avec les différents partenaires à niveau global. Il y a même une communiqué de presse qui était développé à niveau global et où on attire l'attention des dirigeants des différents gouvernements pour l'importance de donner une attention spécifique à la situation des enfants qui sont privés de liberté, qui sont en condition de détenue. Bien sûr qu'il y a des cas spécifiques, n'est-ce pas, chaque cas doit être analysé de façon différente. On doit l'analyser au cas par cas. Mais on fait un appel pour que des mesures soient prises pour, dans ces contextes, assurer la protection de la vie, de la santé de ces enfants. On appelle pour surtout les cas où on n'a pas un niveau de violence trop grave. On fait un plaidoyer pour la libération de ces enfants, ou bien pour la mise en place de mesures alternatives à la privation de liberté. Ici au Togo, on a après la divulgation du comité de presse, on a fait aussi déjà des réunions très importantes avec
plusieurs partenaires, notamment le ministre de la Justice, les juges des enfants. On a travaillé avec les organisations de la société civile pour voir quelles sont les stratégies plus appropriées pour la libération, n'est-ce pas, de ces enfants. Et nous sommes très heureuses parce qu'il y a eu une réponse très positive de la part du gouvernement, du secteur de la justice, pour analyse des cas. Ici à Lomé, par exemple, à la brigade des mineurs, il y a eu déjà une analyse, on a eu plusieurs réunions, discussions avec les juges et les procureurs, et les enfants, une bonne partie des enfants sont libérés, ont été libérés. Environ combien? Vous avez un chiffre? Ici, il y avait, au début de la crise, il y avait 25 enfants ici à Lomé, dans la brigade prémineure, et on a eu déjà la libération de 18. Il ne reste que 7. Il reste bien. Ça, c'est un processus, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi important, dans cette période, d'assurer que la libération soit sûre, soit en sécurité. Parce que parfois, la libération met en risque la vie de ces enfants. Alors, parce qu'il y a eu une pratique de violence, il y a eu une victime qui est là, qui attend une responsabilisation. Qui cherche à se venger. Alors, nous devons assurer que la libération ne constitue pas un risque, une menace pour ces enfants. C'est dans ce sens que nous sommes à travailler avec les leaders communautaires, les associations de la société civile, pour compléter le travail des juges. Le juge et le procureur, il analyse les cas, il prend la décision, mais nous sommes à soutenir la réinsertion sociale, socio-familiale de ces enfants. Mettre en place des stratégies pour assurer la réinsertion familiale, pour assurer la prise en charge, les différentes prises en charge, soit médicale, parce que il y a certains cas des enfants qui sont malades, soit la prise en charge scolaire, l'inscription scolaire de ces enfants pour assurer la continuité des études, la formation socio-professionnelle. Il y a tout, comme j'avais dit, dépend des cas. Mais nous sommes à faire un travail en collaboration avec le système judiciaire pour préparer la libération, la réinsertion socio-familiale de ces enfants et le suivi après la libération, parce que par exemple, il y a des cas où la famille n'accepte pas. Il y a une rupture entre l'enfant et la famille, sa communauté. Alors, il va être libéré, mais il a besoin d'un appui, d'un soutien, d'un remplacement dans une famille. Et c'est là que nous sommes à trouver des familles d'accueil, le centre d'accueil, pour placer ces enfants dans une période transitoire où nous pouvons négocier, travailler avec les familles pour préparer sa récession. www.radio.jena.info. On se met à l'heure de la COVID-19 avec nos différentes émissions, et cette émission Initiative Stop Covid de ce jour recevait l'UNICEF qui était représenté par Casimira Benji. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous sommes une radio de droits de l'enfant, nous sommes écoutés partout dans le monde juste grâce au www.radio.jena.info. Votre accent peut-être vous a trahi. On sent que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le français, vous n'êtes pas francophone, vous êtes lusophone. Alors je voudrais que vous nous fassiez un message, que vous envoyez un message à l'endroit de ces enfants angolais, bissau-guinéens, portugais et même brésiliens par rapport au coronavirus, mais que ce soit en portugais. En português? Oui, allez-y. Ok. Para todas as crianças lusófonas, é importante que elas fiquem em casa. Fiquem em casa, se protejam contra a maladie. Maintenant, je voulais
elas se protejam contra os riscos da epidemia do coronavírus. É importante que elas respeitem os gestos de barreira, a distanciação social e, acima de tudo, elas sigam as orientações do governo, porque é um período, é uma fase que vai passar, mas ela só vai passar bem se nós todos contribuirmos, se as crianças, as famílias e a sociedade contribuírem. Obrigado. De nada. Voilà. Je dirais également obrigado pour tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés en Angola, au Brésil, au Portugal ou en Guinée-Bissau. Mais merci également à tous ceux-là qui nous ont suivis sur le www.radio.jena.info. C'était l'impact du coronavirus sur les enfants que fait l'UNICEF et particulièrement l'UNICEF Togo pour mieux protéger ses enfants. La réalisation était l'œuvre de Rémi Rumpati. Je suis Eli Erika Tipo. Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines émissions. Et surtout, ne zappez pas, restez toujours avec nous sur le www.radio.jena.info.